on va appliquer maintenant tout ce qu'on a vu en électrostatique à un type d'objet qu'on appelle un condensateur et qu'il faut penser comme une sorte de batterie un peu idéale. Des condensateurs, on en trouve absolument partout. On en trouve notamment, par exemple, si vous ouvrez un ordinateur, vous regardez une carte mère, vous voyez ces espèces de petits objets cylindriques, ce sont des condensateurs. Ils servent à la fois donc à stocker de l'énergie et aussi ils ont des propriétés, ils servent de filtre, ils servent dans des filtres pour lisser le signal, enlever du bruit ou ce genre de choses. Alors il ne faut surtout pas confondre les condensateurs qu'on vient de voir et les supercondensateurs, qui sont essentiellement la même chose, mais en plus super. Et les supercondensateurs, ce qu'ils ont pour eux, en fait, c'est une super capacité. C'est-à-dire que, alors qu'un condensateur normal, oui, d'accord, j'ai dit que c'était une batterie assez idéale, c'est vrai, ça charge super vite, ça décharge super vite aussi, ça c'est super cool. Mais ce qui n'est pas super cool, c'est qu'en fait, ça a une capacité très limitée. Sauf qu'on réussit de plus en plus à faire des condensateurs avec des vraiment grosses capacités. On va voir que tout est là dans cette quantité qu'on a déjà introduite au cours précédent et qu'on appelle la capacité. Alors, pour comprendre l'idée du condensateur, on va reprendre le dernier exemple qu'on avait vu avec la sphère métallique qu'on avait mise à un potentiel V, qu'on va noter par exemple V+. Admettons par exemple qu'on ait chargé cette sphère avec des charges plus positives. Voilà. Donc si on a des charges plus, on a effectivement un potentiel positif. Et on peut imaginer ça comme ça. Plus on aura de charges positives, plus en fait elles vont avoir intérêt à fuir, c'est-à-dire qu'elles vont se repousser les unes les autres, donc elles auront vraiment, voilà, elles seront toutes à un potentiel élevé. Si elles sont à un potentiel élevé, c'est qu'elles ont le potentiel de fuir et de partir. Donc plus on élève le potentiel, et plus on met de charge sur la sphère. Mais évidemment, c'est de plus en plus difficile, parce que justement elles se repoussent. C'est même extrêmement difficile. Alors, c'est tellement difficile qu'en fait c'est un peu nul en termes de condensateur, c'est-à-dire que la capacité d'une sphère, c'est vraiment quelque chose de ridicule. Voici l'idée. On avait donc une sphère métallique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher une deuxième partie métallique. Hein, c'est les hachures qu'il y a, puisque j'aime toujours autant hachurer. On a une deuxième partie métallique qu'on va approcher le plus près possible, et elle, on va la brancher sur la borne moins du condensateur, du générateur. Donc dans l'idée, ce qui s'est passé, c'est que on a apporté, en mettant le centre du condensateur à un potentiel élevé, on a fait, en réalité, on a mis des charges plus, autrement dit, on a fait fuir les électrons, qu'on a tous groupés sur l'autre armature, l'autre partie métallique. Les deux ne communiquent pas. Hein. Il faut absolument passer par le générateur pour que les électrons sortent de l'armature centrale pour aller vers l'armature extérieure. Et donc, c'est le générateur qui fait ça. Il prend les électrons au plus et il les amène au moins. Voilà. Quand on fait ça, eh bien, faire ce processus, c'est-à-dire apporter des charges plus, ou autrement dit prendre des charges moins et les mettre sur l'autre armature, l'armature qui est V-, c'est quelque chose de beaucoup plus facile parce que on n'a pas tant que ça écarté les charges de l'endroit où ils étaient initialement. Autrement dit, les charges plus et les charges moins se voient encore et s'attirent, ce qui fait que c'est pas trop dur de prendre les électrons et de les amener sur l'armature négative, parce qu'elles sont quand même un peu attirées par les charges plus. Au final, si maintenant on prend les deux fils et qu'on les branche sur quelque chose, les charges moins, les électrons vont se ruer vers l'armature positive, et en faisant ça, eh bien, ça va générer un courant qui va passer dans un appareil ou quelque chose comme ça. Donc, le condensateur va restituer une énergie. Alors, justement, quand on va parler d'énergie, de charge, il faut savoir que le condensateur va lui-même être caractérisé par une capacité. Mais
à la différence de la sphère isolée où tout ce qui comptait c'était le potentiel, là c'est la différence de potentiel qui va être liée à la charge qu'on arrive à mettre sur l'armature positive. Et sur l'armature négative, on a moins Q, donc un condensateur c'est quelque chose de neutre, on a pris les charges sur une armature pour les mettre sur l'autre, essentiellement. Et donc la charge qu'on arrive à mettre sur l'armature positive, l'armature plus, c'est simplement C fois la V plus moins V moins. Et ça, c'est ce qu'on appelle la différence de potentiel. Et donc U, la tension en réalité qu'on a aux bornes du condensateur. Donc l'expression qu'on va utiliser pour la caractéristique du condensateur, la capacité, c'est Q égale CU. Autrement dit, voilà, la charge qu'on arrive à mettre dans le condensateur, elle est juste proportionnelle à la tension. Voilà. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait, c'est le rapport Q sur U qui est la capacité et qui là ne dépend pas en fait de la densité surfacique de charge qui peut apparaître dans le condensateur. Maintenant, on va anticiper un tout petit peu sur la suite. On a besoin de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on veut une capacité si grande. Il y a un truc qui est un peu paradoxal avec les condensateurs, c'est que leur capacité va être d'autant plus grande qu'on va rapprocher les charges plus des charges moins. Donc le petit espace qui se situe là d'une épaisseur H, on va avoir tendance à essayer de le réduire au maximum. Et c'est un peu bizarre parce que quelque part on se dit, ah ben... alors bien sûr les charges plus et les charges moins ne seront pas confondues, mais quelque part on s'en approche. Donc qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant en faisant ça, en les séparant de si peu? Eh bien en réalité, il se trouve que l'énergie contenue dans un condensateur, c'est 1/2 de CU au carré. Et ça veut dire que plus on veut stocker l'énergie dans le condensateur, plus évidemment on va mettre une quantité d'énergie, il faut mettre un potentiel, une différence de potentiel importante, mais en réalité, il vaut mieux, on peut aussi augmenter la capacité à donc tension constante. Et en augmentant la capacité à tension constante, on va aussi augmenter l'énergie qu'on est capable de stocker dans le condensateur. On ne peut pas augmenter indéfiniment la différence de potentiel parce qu'au bout d'un moment, le condensateur il claque. C'est-à-dire que les charges sautent d'une armature à l'autre. Bien, ça c'est une sorte de spoiler. Voyons un peu comment est-ce qu'on va modéliser ça. La première chose qu'on va faire, c'est se dire que si on zoome vraiment sur toute petite distance entre les armatures, la meilleure façon de modéliser ces deux armatures, c'est de dire qu'en fait on a une armature plane, ici, chargée positivement, et une armature chargée négativement. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? On peut le faire comme on veut. On va choisir les charges plus de ce côté-là, et les charges moins de ce côté-là. Voilà. C'est du métal ici, c'est du métal là. Et en gros, on va se dire que finalement, ça c'est un bon modèle de condensateur. Et c'est assez vrai. Parce que les épaisseurs qu'on trouve, elles sont vraiment toutes petites. L'épaisseur H, elles sont vraiment toutes petites. Ok. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir calculer le champ de cette chose-là. Et le truc, c'est qu'on sait qu'il y a, comme on a beaucoup zoomé, on a une densité surfacique uniforme, plus sigma en haut, et une densité surfacique uniforme, moins sigma en bas, ce qui fait qu'on a bien un condensateur qui est neutre. Alors il va falloir maintenant se rappeler du champ. On avait calculé le champ pour une densité surfacique uniforme, et ce qu'on avait vu, c'était que pour une densité surfacique uniforme sigma, le champ généré était de cette forme-là, et il valait juste sigma sur 2 epsilon 0 uz si on dit que qu'a priori l'axe uz il est comme ça. Donc l'axe z est comme ça. Et puis ici c'était le 0, c'est ce qu'on avait pris en tout cas, et le champ en dessous, pour des raisons évidentes de symétrie, ici il n'y a pas de considération de métal ou quoi que ce soit, le champ il est dans ce sens-là, il vaut moins sigma sur 2 epsilon 0 uz.
Ok. Maintenant, prenons une distribution. Alors, on va placer, prenons une distribution surfacique encore, mais de charge opposée. Alors, on va la placer en dessous, là, pour qu'on comprenne bien. Et elle, le champ est comme ça, ici. Il vaut, en fait, sigma sur 2 epsilon 0, mais comme c'est moins sigma ici, enfin, c'est la densité surfacique de charge qui vaut moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc c'est ça qui nous donne notre champ ici au-dessus. Et c'est un champ rentrant, c'est-à-dire qu'en dessous, là, on a sigma sur 2 epsilon 0 uz. Voilà, ça c'est pour une densité surfacique de charge moins sigma. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on prend les deux. Alors on a le théorème de superposition qui nous dit qu'on a simplement le droit d'additionner les champs créés par chacune des deux distributions. C'est ce qu'on va faire ici. Et regardons ce qui se passe. En fait, au-dessus des deux distributions, là on a plus sigma, là on a moins sigma. Au-dessus des deux distributions, il faut additionner le champ, ça c'est le champ créé par la distribution de charge positive, et la distribution de charge négative, le champ il ne dépend pas de z, donc à cet endroit-là, le champ il est simplement comme ça, puisqu'on est au-dessus de la distribution négative. Quand on est dans l'espace entre les deux distributions surfaciques, ça c'est la contribution de la densité surfacique positive, et on est encore une fois au-dessus de la densité surfacique négative, donc le champ est comme ça. Maintenant, en dessous de la densité surfacique négative, le champ il pointe vers la densité de charge négative, mais par contre celui-ci là qui est dû à la densité de charge positive, il est toujours comme ça. Évidemment, si vous regardez les valeurs, ici on a sigma sur 2 epsilon 0 uz, là on a moins sigma sur 2 epsilon 0, et donc si on additionne les deux, ça fait 0. Donc le champ au-dessus est nul. On peut faire le même raisonnement en dessous. On a un champ ici qui est en moins sigma sur 2 epsilon 0 et un champ là qui est en sigma sur 2 epsilon 0. Donc quand on additionne, ça fait 0 en dessous également. Et puis si on prend l'interstice entre les deux plaques, là on a les deux sont d'accord et on a un champ qui est 2 fois plus important et qui vaut moins sigma sur epsilon 0 uz. Où sigma est bien sûr positif ici. Et donc ça, c'est le champ résultant de l'addition des deux contributions de chacune des plaques. Maintenant, il va falloir relier ce champ à la différence de potentiel. Maintenant, on va calculer la différence de potentiel entre deux armatures, autrement dit la tension, et ça va demander toute votre attention. On a donc ici l'armature positive, sur laquelle on compte les charges de façon positive. À une distance h en dessous, on a l'armature négative. Je vous rappelle que l'axe OZ, il est comme ça. Et on n'a qu'à mettre le O, voilà le centre de notre repère ici. Et la distance entre les deux armatures, c'est h, donc on est à z égale h. Ici, ça c'est l'armature plus sigma et l'armature moins sigma. Alors, ce qu'on a vu, c'était que le champ était nul, donc nous on a juste finalement superposé deux distributions surfaciques, une positive et une négative. On a bien une distribution totale qui est neutre, mais ça correspond, comme ici on a naturellement avec cette distribution-là un champ qui est nul à l'extérieur, finalement si on décide que ça c'est du métal, eh bien c'est bon, c'est cohérent, c'est-à-dire que la distribution de charge est telle que le champ est bien nul dans le métal. Donc on est content, on a bien décrit ce qu'on voulait décrire, mais maintenant il nous faut la différence de potentiel. Alors cette armature-là, elle est à V+, celle-ci elle est à V-. On va prendre deux points, A ici et B. Et ce qu'on sait, c'est que V+, moins V-, ça c'est la tension, c'est en fait égal à moins la circulation du point A
au point B. On peut prendre en fait n'importe quel point du métal, mais on prend ces deux-là qui sont l'un au-dessus de l'autre pour avoir un trajet simple entre les deux. Donc moins l'intégrale de A à B de E, scalaire dl, il s'agit d'une circulation. Alors ici, notre champ E, c'est moins sigma sur epsilon 0 uz. Ça, on l'avait vu. Et on avait vu aussi que le dl ici qu'on allait prendre, c'était un dz uz. J'écris comme ça. Donc maintenant, on va finir notre calcul. Quand on a spécifié que c'était uz, en fait, du coup, on fait l'intégrale de 0 à h. Alors, les signes moins se simplifient. Et donc, on se retrouve avec du sigma sur epsilon 0. uz scalaire uz, ça fait 1 et dz. Et donc ici, on a simplement, comme sigma sur epsilon 0, c'est une constante, on peut la sortir. Et donc on a sigma h sur epsilon 0. Maintenant, donc ça c'est la tension. Maintenant, on va calculer la charge de notre condensateur. Alors, la charge, c'est pas quelque chose de simple à faire ici parce que, a priori, nos deux distributions surfaciques sont infinies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un condensateur fini. Mais, alors c'est ça qu'on a en tête, hein. C'est, voilà, cette épaisseur-là, c'est plus sigma. Là, on a un moins sigma de l'autre côté. Donc, deux plaques de métal qui se font face. Alors, elles pourraient être infinies, hein, ici, et avoir du métal des deux côtés, mais évidemment, il n'y a pas besoin que ce soit infini. Deux plaques métalliques qui se font face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la surface ici de notre métal c'est S, mais qu'on peut négliger les bords, les conditions de bord, c'est-à-dire considérer finalement que tout ce qui se passe dans notre condensateur plan, comme quand même l'espace entre les deux plaques est très petit comparé à la taille des plaques, et bien tout ce qui se passe dans notre condensateur plan fini, c'est la même chose que si le condensateur était infini, c'est-à-dire qu'on a une densité de charge surfacique qui est uniforme et un champ qui vaut moins sigma sur epsilon 0. Alors en fait ici ça ferait un champ dans ce style qui vaudrait sigma sur epsilon 0 fois un vecteur unitaire U. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Voilà, on se dit, on néglige ce qui se passe au bord et on dit que ce qui se passe à l'intérieur c'est ce qui se passe quand c'est totalement homogène. Dans ce cas-là, eh bien c'est tout simple, la charge portée par la nature plus, c'est simplement sigma fois S. Bien, je rappelle que U, c'était égal à sigma H sur epsilon 0. Et on veut calculer la capacité du condensateur, c'est-à-dire le ratio de Q sur U. Ici, on voit bien que ça va faire disparaître les sigma. Et on se retrouve avec tout simplement S, epsilon 0 S sur H. Tout le calcul fait. Alors ce qu'on voit bien ici, c'est que c'est un peu ce qu'on avait annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que la capacité du condensateur va augmenter quand on diminue la distance entre les plaques. D'autre part, ça c'est pas surprenant, la capacité augmente comme la surface des plaques. Alors c'est pas surprenant, mais c'est quand même particulièrement bienvenu dans la mesure où quand on se rappelle de la sphère uniformément chargée, la capacité croissait comme le rayon et non pas comme la surface, sinon elle aurait cru en R au carré. Donc là c'est déjà un progrès d'avoir une capacité qui croît exactement comme la surface. Donc le condensateur plan, c'est le condensateur modèle, celui qui nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait et de comprendre vraiment la notion de capacité et que c'était tout l'enjeu, c'était d'augmenter cette capacité.